vais vous amener un peu dans le droit pour vous parler un peu rapidement. Je vais étendre mon sujet au-delà de la médiation pour vous parler des moments où vous allez avoir besoin donc, de l'expertise. Rapidement sur les erreurs, les fautes, l'acte médical, l'enquête médico-légale, la preuve de l'acte médical, l'identification de l'auteur de l'acte médical, l'expertise médico-judiciaire, l'expertise de recours, l'assistance en risque ou en poursuite judiciaire ou disciplinaire, et enfin la médiation en santé. Je pense pouvoir vous donner tout ça en 15 jours. Lors de notre pratique médico-chirurgicale, nous avons appris pendant les études médicales, les spécialisations et toutes les formations continues à réaliser nos actes dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art de la médecine des actes médico-chirurgicaux, les explorations et les traitements. Et nous avons rédigé de multiples documents. Mais dans tous ces documents, n'avons pas nous eu à faire des fautes et des erreurs. L'erreur, c'est l'acte de se tromper, d'adopter ou d'exposer une opinion non conforme à la vérité, de tenir pour vrai ce qui est faux. La faute, par contre, c'est un acte volontaire ou non, ou encore l'omission qui porte atteinte au droit d'autrui en lui causant un dommage. Et la différence, bien sûr, entre la faute dite quasi-délictuelle et la faute contractuelle, c'est que la faute quasi-délictuelle et le délit tiennent au caractère intentionnel, à ce moment-là c'est le délit, et au caractère non intentionnel, c'est la faute quasi-délictuelle. Là c'est dommageable. Alors la différence entre faute et erreur, la faute, je viens de le dire, c'est se tromper, c'est abuser, c'est manquer à sa promesse, alors que l'erreur, c'est une méthode, c'est une action inconsidérée. La médecine est un art, et l'erreur est humaine, disons. Mais une erreur médicale peut être une grosse erreur de diagnostic, une opération ratée, un défaut dans l'appréciation du soin ou l'administration tardive de celui-ci, une erreur médicale liée à l'imprudence de la part du médecin, un patient mécontent des services qui sont offerts, un patient qui est victime de maltraitance, de discrimination, un patient ou un personnel qui est victime de violence, d'harcèlement, physique ou moral ou sexuel, et des comportements morbides. Ça peut être aussi une erreur médicale purement technique. Ça peut être une erreur de traitement. Ça peut être un défaut d'information du patient. Et la neurochirurgie dans tout cela est une chirurgie à haut risque. Vous vous engagez dans un processus médico-légal, j'allais dire, où vous êtes obligé de faire vos soins médicaux et chirurgicaux en ayant toujours derrière une évolution, une pensée médico-légale. Ces négligences peuvent être reconnues comme une erreur médicale ou même comme une faute médicale. Alors l'acte médical doit être réalisé dans les règles de l'art, et la preuve de l'acte médical et l'identification de l'auteur de l'acte, ce sont les deux éléments fondamentaux. C'est-à-dire que vous allez travailler tous les jours en ayant avec vous des preuves de ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous avez fait. Alors d'abord, c'est l'enquête médico-légale qui peut être donnée par la justice, l'expertise judiciaire. Elle peut être demandée par un patient ou une victime. C'est ce qu'on appelle l'expertise de recours, qui est la médecine de la victime. Elle peut être demandée aussi par une personne du corps médical ou paramédical qui a un problème, qui sent que quelque chose va se passer, il a fait un acte, il va avoir des problèmes sur le plan médico-légal, il nous demande une assistance en poursuite judiciaire ou disciplinaire, ou même une assistance en risque de poursuite judiciaire. L'expert médical va aider l'avocat, va donner des éléments à l'avocat pour pouvoir donc plaider. Alors l'enquête médico-judiciaire, vous donnez par la justice, sur plein des patients de la famille, on va rechercher les responsabilités. Qui a fait quoi? Qui devait faire quoi et ne l'a pas fait? La mission va être identifiée et la victime le médecin va prendre rendez-vous avec la victime, va énoncer les faits, les commémoratifs, va demander la documentation. Et c'est dans cette documentation que vous devez être prudent et préparer votre documentation. Il va examiner la victime et demander éventuellement un serviteur si cela est nécessaire.
Et ensuite, il va faire poursuivre les éléments de son enquête. Prendre rendez-vous avec les personnes médicales, paramédicales. Se présenter. Il va se faire identifier. Il va vérifier, le médecin qui le reçoit va vérifier sa qualification professionnelle. Et il va demander les éléments de vérification de la qualification que vous avez. Et là, il faut faire très attention. Il y a ce que votre diplôme dit que vous devez faire, et il y a ce que vous avez appris à faire. Est-ce que ce que vous avez fait est exactement ce que votre diplôme dit que vous devez faire? C'est pas toujours facile. Les titres et les fonctions antérieures, on va vérifier tout cela. Et vérifier aussi si vous avez une assurance en responsabilité. Il faut vous assurer en responsabilité. Et puis les éléments de l'enquête, donc je ne vais pas dérouler tout ça parce que ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Et il va être minutieux dans ce qu'il va faire dans cette enquête. Et il va vous poser beaucoup de questions. Et la première chose que vous devez dire, c'est la vérité. La vérité, si vous ne la dites pas, vous ne savez plus où vous en êtes dans quelques jours. Parce que vous allez mentir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et vous ne savez plus à qui vous avez dit. Mais la vérité, vous allez la dire et elle est unique. Parce que, moi, l'expert, qu'est-ce que je cherche? Je cherche tous les éléments qui permettent à la vérité de se manifester. Donc, en général, je dis aux gens, dites-moi la vérité. Et puis, je fais une revue de littérature. Ce que vous avez dit, que vous avez fait, que vous avez écrit, est-ce que c'est ça qu'on fait? Si j'ai besoin de quelqu'un, je prends un autre expert qui est neurochirurgien qui va me dire, est-ce que dans cette intervention, on fait ça? Et je regarde donc la littérature et je vais chercher partout où cela est possible. Et puis je fais mon rapport au juge. Et grâce à ça, le juge, lui, il va prendre le couperet de droit et il va trancher. Ça peut aussi amener vers une expertise médico-judiciaire. L'expertise, c'est beaucoup plus facile. C'est ordonné par la justice ou par l'assurance. C'est des accidents de la voie publique ou des sinistres. Là aussi, je vais passer vite parce que c'est un plan simple pour les experts. Ils vont faire un préambule, ils vont se présenter, ils vont voir le contexte, ils vont préparer l'expertise, ils vont rassembler la documentation, ils vont refaire le rapport d'expertise qui va comprendre les faits, les documents examinés. Surtout les documents examinés, je vais insister sur le certificat médical initial, s'il vous plaît. Écrivez visiblement, véritablement, vous-même, un certificat médical correct qui donne toutes les lésions que vous avez trouvées, que vous voyez. Parce que c'est la base de l'expertise médicale. Si vous vous êtes trompé là, eh bien, l'expert, quand il va examiner, quand il va voir les séquelles, la relation de cause à effet nécessaire pour qu'on puisse indemniser le patient va être tronquée et difficile. Alors, il faut que vous fassiez des certificats médicaux, voilà, vous-même signer avec votre tampon, ça c'est une autre histoire. Et puis on va déterminer tout ce qui a comme préjudice patrimonial ou extra-patrimonial, je parle dessus, pour arriver à l'expertise de recours. Là, c'est nouveau. C'est quoi? C'est une victime qui a un problème, qui a eu un accident, qui a eu un sinistre, et il prend l'expert pour que cet expert soit son avocat. Et donc, l'expert de recours, il va avoir la mission particulière qui n'est pas de soigner, ce n'est pas lui qui soigne le patient, mais qui va assister techniquement les victimes et leur donner des conseils. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, premièrement, avant l'expertise judiciaire, il va suivre le patient, voir est-ce que les soins que le patient reçoit sont des soins qui sont vraiment dans les règles de l'art. Il peut intervenir au niveau des médecins traitants pour que ceux-ci se réveillent parce qu'ils vont savoir qu'il y a quelqu'un qui est derrière ce malade dont il faut faire attention, surtout si c'est le professeur Yoa. Et il va suivre le dossier du patient et demander aux médecins traitants de rédiger les dossiers médicaux dans les règles de l'art sans oublier un élément. Tous ces dossiers-là, certificats médicaux, etc., l'aide de sortie, bulletin de ceci ou de cela, l'examen de radiographie, patati patata. Et il va prendre la victime, il va lui faire ce qu'on appelle une expertise médicale préalable avant que le juge ne désigne un expert.
et il va accompagner la victime à l'expertise demandée par le juge ou par l'assurance, et il va l'aider. Et ensuite, une fois que cette expertise est faite, il va expliquer à la victime, voilà ce que tu as droit, voilà ce dont tu n'as pas droit. Et son travail se termine à ce moment-là. Maintenant, il peut y avoir un troisième élément intéressant, et ça c'est surtout pour vous. Lorsque vous avez un problème médico-légal, vous avez une plainte, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir un avocat et vous essayez de développer votre défense. Il est fondamental maintenant de prendre un expert qui va vous faire une assistante en procès judiciaire. C'est-à-dire que lui, c'est un professionnel de la santé, à titre conservatoire, il va aller vous aider à préparer les preuves médico-légales et renforcer votre dossier de défense qui va donc donner à l'avocat pour plaider. Maintenant, nous arrivons à la médiation. Vous êtes attaqué en justice. Vous avez un problème qui est patent ou qui est en sourdine de grâce. Ne laissez jamais ces problèmes de justice-là en sourdine. Avec la médiation, vous avez la possibilité de déclencher le processus, de court-circuiter le processus judiciaire et de rentrer en extrajudiciaire. C'est pour ça que la médiation est le mode amiable de règlement des litiges et des conflits, par lequel un tiers indépendant, un médiateur, va, dans la confidentialité, permettre aux deux parties de pouvoir discuter, de pouvoir négocier, de pouvoir s'entretenir, de pouvoir chercher les points de désaccord, de pouvoir trouver des points d'accord sur ces points de désaccord et de trouver des solutions elles-mêmes à leur conflit. Eh bien, c'est un rapport gagnant-gagnant. Hein. Ça peut être déclenché par la justice et la médiation judiciaire, comme ça peut être déclenché par les parties elles-mêmes. C'est la médiation conventionnelle. Ou par une institution, ici l'institution la plus touchée, c'est la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, ou bien de manière ad hoc, deux parties se retrouvent et disent on va prendre un médiateur, et donc désigne un médiateur. Parce que le système juridique, il est frustrant, c'est quelqu'un d'autre qui décide, qui ne vous connaît pas, il lit un dossier, et puis paf, il prend une décision. C'est coûteux. Vous payez l'avocat, vous payez ce que vous ne pouvez pas imaginer que vous allez payer. Et ça polarise, et ça s'intensifie, et avec les réseaux sociaux, ça devient mondial. Alors que la médiation, c'est une procédure, participation volontaire, encourager les parties à se retrouver et à aller vers une solution. Mais tous les milieux font partie de la médiation et peuvent être entrés en médiation. N'importe quel problème que vous avez, même la médiation familiale, la médiation sociale et le milieu sanitaire. Alors il s'agit donc d'aider les acteurs du milieu de la santé à restaurer, à améliorer les relations sociales et professionnelles pour la bonne marche de la culture. Il y a plein de pots de bananes qui sont gérés comme ça, qu'on peut rétablir. Mais le triangle, c'est l'administration, la hiérarchie, ce sont les clients, les patients, les familles des patients et le personnel de santé. Je demanderai 3 minutes, s'il vous plaît, sur les 5 minutes de discussion. Alors, comment ça se déroule? Le médiateur encourage les parties à relater les faits, à énoncer les éléments, à trouver donc les points de désaccord, à se mettre d'accord sur ces points, à trouver des solutions, je l'avais dit tout à l'heure. Et c'est sous deux types. Soit c'est curatif, rapidement, les parties sont là, le problème il est existant, tout le monde est au courant, et on entre en médiation. Mais soit c'est préventif. Voilà. Le professeur Aïdara a un problème avec le professeur Aïdara, le professeur Aïdara ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il joint le médiateur de l'hôpital, ou il joint le cabinet de médiation. Le cabinet de médiation se déporte vers l'autre partie et l'encourage et tous les mots pour les amener en médiation et régler leurs problèmes. C'est un recours salutaire. Hein. Là, vous pouvez espérer être écouté, vider votre sentiment, votre vécu douloureux, donner une aide, échanger, clarifier la situation, retrouver les responsables, poser les responsabilités, connaître la vérité. Et
reprendre les réalités et pouvoir collaborer de manière plus efficace. Bon, alors là, je vais aller vite parce que tout le monde peut servir le médiateur. La rémunération du médiateur, ça aussi, c'est des discussions. Il n'y a pas de tarification particulière pour la rémunération du médiateur. Et une fois que la décision est faite, le protocole d'accord est écrit, il peut être authentifié par le juge, par le notaire, homologué par le juge, et il vaut décision de justice. Avec ça, vous avez contribué à la justice. On ne peut plus aller en justice quand on est en médiation. Et la décision de médiation, elle vaut décision de justice. Ça s'impose donc au juge. Et vous pouvez mettre des clauses d'exécution du suivi. Et la médiation en santé, elle est responsable. Elle a trop de palabres dans nos Elle est nécessaire à l'apaisement de l'environnement des milieux de santé. Nous sommes dans un bloc opératoire. Tout le monde doit s'entendre véritablement pour le soutien du matin. Elle est souple et rapide économique. C'est la solution des partis. Cette conclusion, vos décisions de justice, et continuez à collaborer. Si vous voulez en savoir plus, allez voir sur ce site et vous allez avoir des informations. Voilà, je vous remercie. J'ai fait 17 minutes. Merci, chers amis de la présidence. Tel que vous l'avez défini, si c'est quelque chose qui est assez particulier à l'Afrique ou si c'est quelque chose qui se fait partout dans le monde. Et ma deuxième question, c'est concernant les plaintes en justice que je pense la médiation essaie de gérer. Par exemple, si un patient se plaint d'une erreur médicale et autre, supposée ou réelle, et qu'il demande, je ne sais pas, 100 millions de dédommagements, est-ce que l'un des rôles du médiateur, c'est d'aider à diminuer ce qu'il a à payer, ce que peut-être le médecin ou l'agent en faute à payer? Est-ce que ça fait partie des tâches du médiateur? Personnellement, je voulais vous demander, est-ce que vous ne faites pas de traite parmi vos collègues, parce que bon, parfois vous naviguez contre vos collègues. Donc, comment vous êtes perçu par vos collègues dans ce rôle? Les responsabilités du praticien, qui sont deux notions qui sont assez complémentaires. Par exemple, le code de déontologie nous dit que nous ne devons pas pratiquer notre médecine dans des conditions qui mettent en péril la vie des patients. Mais si nous respectons scrupuleusement cette disposition, je pense qu'on va arrêter de faire autre chose pour la plupart d'entre nous, parce que nous intervenons dans des environnements très compliqués. Est-ce que il y a quand même un travail qui est fait pour situer les responsabilités de chacun? La deuxième chose, c'est, vous en avez parlé, c'est la traçabilité des actes, sur lesquels on a de très sérieux problèmes. Moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs amis magistrats qui me l'expliquent. Ça va de la feuille d'observation rédigée par le 3e année ou le 4e année, mais à la responsabilité du chef de service. Et très souvent, ils se plaignent, on ne parvient même pas à identifier celui qui a fait le certificat médical initial. Et je pense que peut-être nous sommes tous responsables de cela. Il faudrait veiller, au lieu que, comme font les étudiants à Dakar, là, ils disent tel médecin CHU. Parfois, le nom est tellement mal écrit qu'on ne sait même pas qui a fait. Je pense que nous avons un travail à faire de ce point de vue-là. Merci. Est-ce que l'hôpital ne prend pas déjà une assurance pour tous ceux qui travaillent en son sein? Deuxième question, c'est par rapport à la médiation conventionnelle. Je ne sais pas si j'ai bien compris le terme, mais chez nous, généralement, les familles font recours à la convention, à la médiation conventionnelle, et pour ça, ils demandent le certificat définitif pour évaluer un peu les capacités permanentes. Et en fonction de ça, ils s'arrangent. Mais dans la plupart des cas, 1 an, 6 mois après, lorsqu'il y a une complication qui arrive, il revient toujours à la charge à l'hôpital. Est-ce que vous pensez que la médiation conventionnelle peut vraiment régler ce genre de situation? Donc si j'ai bien compris, je crois que vous m'avez demandé quelle est cette particulière à l'Afrique. Alors ce que je peux vous dire, c'est que la médiation est originaire d'Afrique, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Et elle s'est développée bien sûr sous d'autres cieux. Et aujourd'hui, elle a tendance à revenir en Afrique et au niveau de l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest, il y a donc un centre de formation.
Les plaintes en justice, eh bien, elles augmentent, c'est vrai. Et même quand la plainte est portée, si vous saisissez le médiateur, le cabinet de médiation, il écrit au juge pour lui dire que les parties entrent en médiation, le procès est suspendu. Sauf s'il y a d'autres problèmes, mais le procès normalement doit être suspendu et donner une chance à la médiation d'aboutir. Et dans la médiation, le médiateur, il n'est pas là pour dire combien chacun doit payer. Le médiateur, il vous donne un cadre de discussion. Dans ce cadre-là, vous allez arriver, évidemment, dans votre... Et l'énoncé des faits, ce n'est pas seulement de discuter de combien chacun va avoir. L'énoncé des faits, c'est de comprendre la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des fois des gens qui viennent en médiation, qui ne demandent pas de l'argent. Ils veulent savoir pourquoi leur parent est décédé ou pourquoi il y a eu ce problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est de ça qu'il va s'agir. Ensuite, s'il y a besoin de discuter de frais, c'est vous qui discutez. Le médiateur peut recevoir en aparté les parties pour écouter j'allais dire, des secrets, mais il faut que vous décidez entre vous où vous arrivez. C'est vous qui allez dire quels sont les points sur lesquels vous voulez discuter, quelles sont les sommes sur lesquelles vous voulez discuter. Alors là, il peut y avoir un enchaînement, c'est-à-dire que si un médecin a déjà reconnu sa faute devant le patient, c'est assez simple après avancer. S'il ne reconnaît pas sa faute et s'il n'arrive pas à expliquer, que ça devient plus compliqué et que ça peut perturber la médiation et les parties retournent alors à la justice. Donc le médiateur n'a pas à fixer de tarif, tout est possible. Le problème de la complication fait partie de tout acte médical. La complication n'est pas une erreur. La complication n'est pas une faute. La complication, peut-être qu'elle peut venir d'une erreur, et peut-être même d'une faute. Encore faut-il la prouver. Le problème, c'est la preuve. C'est pour cela que la notification exacte de tout ce qui s'est passé. Vous savez que des fois, on va faire l'enquête médico-légale, on arrive dans un bloc opératoire, il n'y a pas de compte rendu opératoire. Ça peut paraître des fois, mais j'ai pas eu le temps, non, j'étais pressé. Non, on finit ce qu'on a à faire. Et puis on va faire autre chose. Donc, c'est cette traçabilité, tu as parlé tout à l'heure, le procès, qui fait que on comprend votre complication. On peut expliquer que c'est pour ça que l'expert doit aller dans la bibliographie pour essayer de retrouver qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai retrouvé dans mes recherches des complications qui datent de 1955 ou qui ont été décrites en 1958 et qui n'avaient plus été décrites et se tomber sur ce professionnel. Vous voyez. Ensuite, j'ai pu comme si j'ai bien noté. Alors, effectivement, être le traître des collègues, je ne sais pas si ceux qui ont voulu, enfin ceux qui ont essayé qui m'ont demandé de les soutenir, m'ont pris comme tel. La chose est simple. Quelle est la vérité? Dis-moi la vérité, on va voir comment cette vérité dite peut déclencher la compassion, peut déclencher la compréhension, peut déclencher... Oui, parce qu'on est des êtres humains, on peut faire des erreurs. Bon, des fautes, ça peut ne pas être intentionnel. Mais dis la vérité, c'est tout. Il n'y a pas de traîtrise. Maintenant, de quelle manière je suis déclenché, c'est ça le problème. Si c'est le juge qui m'a donné, si tu ne me montres pas les preuves, il y a un doute. Si c'est toi qui m'as déclenché, dis la vérité, on va voir ce qu'on peut faire pour que la vérité soit présentée d'une manière qui peut passer. On se comprend. Voilà. Voilà. Mais si tu ne dis pas la vérité, c'est compliqué. Si tu ne dis pas la vérité, c'est compliqué. Alors, professeur Ba, merci beaucoup. Effectivement, les responsabilités sont difficiles. Quand le juge me dit, situez-moi les responsabilités, c'est pas évident. Quand vous arrivez dans une structure, la structure elle-même, qui a des professionnels qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'un chef de service, qu'est-ce que c'est qu'un médecin, qu'est-ce que c'est qu'un praticien, qu'est-ce que c'est qu'un infirmier, qu'est-ce que c'est. Ils n'ont même pas de fiche de poste. Oui, c'est-à-dire qu'on commence à travailler sans se poser la question, mais je fais quoi ici? Mon travail ici, c'est de quoi faire.
On dit non, on commence à faire ça, après ceci, après cela. Donc la structure elle-même, elle doit s'organiser. Et vous devez avoir des procédures de travail. Si vous avez suivi les procédures de travail, et que les choses, ouais, de votre responsabilité personnelle, les choses. Mais vous aussi, vous avez des responsabilités. Vous aussi, dans le diplôme que vous avez passé là, il est noté ce que vous devez faire. Et tout à l'heure, je l'ai dit, entre compétences, je suis compétent pour faire ça, mais je n'ai pas le diplôme pour faire ça. Moi, j'ai un dossier où le gars, il est chirurgien généraliste, il n'est pas dit faire une césarienne. On lui dit non, tu ne dois pas faire de césarienne parce que le chirurgien généraliste, c'est pas... Donc maintenant, il faut que nous, on explique que dans la chirurgie générale, là, il y a césarienne. L'avocat ne savait pas quoi faire. Le juge était embêté. Quand je lui ai expliqué ça, bon, il y a des tournures aussi qu'il faut mettre. Donc, il a compris qu'un chirurgien généraliste peut avoir fait un acte de gynécologie. Les conditions sont les suivantes. Il n'y a pas de gynécologue disponible dans le temps qu'il faut. Il y a l'urgence. Ça, c'est facile à présenter et ça passe. Oui. Donc, voilà. Alors, moi, je dis, cher ami, ce que vous devez faire, là, votre responsabilité, là, mettez les preuves de ce que vous avez fait. Parce que la structure va vous lâcher. Ça, je vous le dis, la structure, que ce soit en privé ou en public, la structure va dire, moi, je lui ai dit de travailler. Moi, il est venu, il a fait, il a dit de travailler. Mais après, moi, je ne travaille pas. Moi, je ne sais pas. Et c'est là que vous devez garder, s'il vous plaît, entre parenthèses, un dialogue direct avec le malade. C'est ce que vous allez expliquer. Parce que toutes ces histoires de consentement éclairé, ce n'est ni consentant, ce n'est ni éclairé. On dit signe, le gars dit, ah, moi j'ai signé. Il signe, paf, le problème se pose. J'ai dit non, moi on m'a jamais expliqué qu'on devait faire ceci. Moi je ne vais pas comprendre comme ça, je n'ai pas compris comme ça. Et vous avez des problèmes. C'est le même problème des décharges. Faites plus attention. Il y a des conditions. Alors, le problème, tant qu'il n'y a pas de problème, je vous assure, tout va bien. Mais le jour où vous avez un problème, si vous n'avez pas préparé ça, ça va être difficile. Et c'est là la traçabilité aussi arrive. Oui, la traçabilité commence dès que le malade rentre dans l'hôpital, pas quand il arrive dans votre service. C'est pour ça, tout ce qui a comme acte de référence, d'accueil, dès que le malade paye 5 francs, c'est fini, il est automatiquement pris en compte par vous. Et donc, c'est de l'accueil, la suivi, et la sortie et le suivi. C'est pour ça qu'on met perdu de vue. Alors, je l'ai perdu de vue, ce n'est pas de ma faute. Ensuite, les assurances. Que vous soyez en privé ou en public, prenez une assurance responsabilité. Parce que essayez de l'étendre le plus possible comme vous pouvez. Et je vous en prie, souvent on est obligé de faire des médiations en assurance. C'est-à-dire que le médecin a un problème, le malade demande 50 millions, il faut négocier avec l'assurance pour que l'assurance puisse faire une provision de 50 millions, puisque c'est ça qu'il va falloir négocier. Et après on revient en médiation avec le plaignant pour diminuer les 50 millions. Alors, la médiation, j'ai dit que la médiation judiciaire, c'est le juge. La médiation conventionnelle, c'est peut-être institutionnel ou ad hoc. Alors, ce que vous dites, il peut y avoir une convention, et c'est ce que nous essayons de faire maintenant, d'essayer de voir avec le ministère de la Santé. Nous avons recruté le ministre même pour ça, à qui nous avons appris ce que c'est que la médiation. Pour qu'il y ait dans nos services des médiateurs de l'hôpital, et que les conventions de médiation soient créées déjà avant les problèmes. Si une structure publique ou privée le font, je pense que ça pourrait donc régler la situation. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Very fantastic presentation. Actually, I could see everybody's faces with rapt attention because it's a current situation in the world. Thank you so much.